Merci de nous rejoindre sur BFM Paris Île-de-France. Emmanuel Macron réélu avec 58,4% des suffrages selon nos dernières estimations. Marine Le Pen obtient 41,6% des voix. Votre soirée électorale avec tous les résultats à l'issue de ce second tour de la présidentielle. Les résultats chez vous, dans vos départements, dans vos communes. Quelles conséquences, quels enseignements dans notre région? On verra cela avec mes invités en plateau et Alexia Elisabeth de notre service politique. Nous sommes également au plus près de chez vous avec nos reporters à Paris depuis le Champ de Mars où sont rassemblés les partisans de Emmanuel Macron, le chef de l'État qui vient de s'exprimer. Et nous serons également partout en Île-de-France. C'est parti, on y va. Nous connaissons le visage du nouveau président de la République, Emmanuel Macron, réélu pour 5 ans avec 58,4% des suffrages exprimés. Marine Le Pen obtient 41,6% des voix. Avec nos dernières estimations sur BFM Paris Île-de-France, on vous fait vivre cette soirée électorale dans notre région et on prend tout de suite la direction du Champ de Mars dans le 7e arrondissement. L'on retrouve Constance Bostoen. Constance, tu es aux côtés des militants d'Emmanuel Macron qui se sont retrouvés ce soir au pied de la Tour Eiffel. Le chef de l'État qui s'est exprimé il y a un instant d'ailleurs. Oui, et les militants commencent tout juste à repartir. Le chef de l'État a terminé son allocution il y a environ 2 minutes. Une Marseillaise a été entonnée ici par les 2000 militants qui étaient venus assister au discours du chef de l'État. Tous commencent à repartir après une soirée de fête, il faut le dire, de musique. L'ambiance était bien au rendez-vous. Tous les militants que nous avons interrogés déjà un petit peu avant l'annonce des résultats, certains étaient un peu inquiets, mais tous étaient grandement soulagés à 20h lors de l'annonce de la victoire d'Emmanuel Macron. Nous avons pu les rencontrer. Là, tout le monde commence un petit peu à repartir autour de moi. Vous pouvez le voir sur les images de Loïc Gazard. Mais les militants sont globalement satisfaits de cette soirée, satisfaits bien sûr du résultat de l'élection présidentielle. Et certains comptent rester ici pour faire la fête jusqu'à 4h du matin. Merci beaucoup, Alexia Elisabeth. Les partisans d'Emmanuel Macron, de Constance Bostoen, pardon, les partisans d'Emmanuel Macron rassemblés donc au pied de la Tour Eiffel depuis le Champ de Mars dans le 7e arrondissement de la capitale. On va regarder de nouveau ensemble les résultats à l'issue de ce second tour de la présidentielle. 58,4% des suffrages exprimés pour Emmanuel Macron, 41,6% pour Marine Le Pen. Alexia Elisabeth, une première analyse avec toi ce soir. Oui, c'est un score qui s'est un petit peu resserré entre les deux candidats, puisque en 2017, l'écart était un petit peu plus important, puisque c'était 66% pour Emmanuel Macron contre 33% pour Marine Le Pen. Donc on voit que cet écart s'est resserré. En Île-de-France également, il s'est resserré. 70% des votants en agglomération parisienne, ce qui correspond à peu près à 90% des habitants de la région. Donc 70% d'entre eux ont voté pour Emmanuel Macron contre 30% pour Marine Le Pen. En 2017, c'était un petit peu plus en faveur de Emmanuel Macron, puisque c'était à peine 21% des électeurs qui avaient donné leur voix à Marine Le Pen. Donc on voit que ça s'est resserré. Un autre chiffre important aussi ce soir, c'est un petit peu le troisième candidat de cette élection présidentielle, c'est évidemment l'abstention, qui est donc très très forte, notamment donc 28% d'abstention, ce qui est donc plus qu'en 2017, puisque c'était en 2017, c'était à peu près 23%. On va se projeter maintenant vers le troisième tour de cette élection présidentielle. Les élections législatives qui auront lieu les 12 et 19 juin prochains. Quels sont les enjeux de ce troisième tour dans notre région? J'accueille ce soir Pierre-Yves Bournazel. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes député de Paris dans la 18e circonscription et soutient La République En Marche. Vous faites partie d'Horizon, oui, le parti d'Édouard Philippe. Nous sommes également avec
Sarah Legrain qui nous a rejoint pour la France Insoumise. Vous êtes également à Paris dans la 16e circonscription, pour être très précis. Et nous sommes avec Jean-Philippe Dugoin-Clément, juste à côté de vous, maire de Mennecy. Et vous vous présentez dans la 2e circonscription de l'Essonne. Et vous êtes pour l'UDI et voilà. Vous allez faire une alliance avec les Républicains, c'est bien ça? Oui, et puis je vais surtout défendre un territoire rural et assez souvent oublié. On va y revenir dans un instant. Juste pour vous signaler également que nous sommes en ligne en direct par Skype avec Maxime Desgaillés, conseiller régional Île-de-France pour le Parti socialiste. Voici les présentations sont faites. Pour commencer, j'aimerais qu'on rebondisse sur ce chiffre, celui de l'abstention. Pierre-Yves Bournazel, 28% d'abstention. On se dit que ça va être compliqué de convaincre les électeurs pour les législatives dans cette semaine. Oui, certainement, mais permettez-moi d'abord de faire peut-être une analyse du scrutin et d'abord de me féliciter de l'élection, la réélection d'Emmanuel Macron, malgré les crises, malgré les difficultés, une élection qui est large, mais qui l'oblige effectivement, parce que près de 42% de nos concitoyens ont voté pour Madame Le Pen, et ce n'est pas rien. Et je voudrais remercier les électrices et les électeurs qui sont déplacés pour voter d'abord pour Emmanuel Macron, soit pour voter pour son projet, soit pour faire barrage à l'extrême droite. Je voudrais aussi dire que ça l'oblige à rassembler les Français qui se sont prononcés pour Madame Le Pen, comme celles et ceux qui se sont abstenus ou qui ont voté blanc. Parce que le chef de l'État doit être, dans son discours le chef de l'État doit être le président de toutes les Françaises et de tous les Français sans exclusion. C'est important. Notre pays est suffisamment fracturé sur le plan économique, social, sur le plan communautaire, sur le plan territorial. Il faut absolument rassembler le plus largement possible. Mais finalement, en 2017, il y avait aussi eu ce vote, on va dire, du Front républicain, ce vote de barrage. En quoi Emmanuel Macron a réussi justement depuis 2017 à parler à cet électorat qui avait voté pour lui pour faire barrage? Vous savez, dans tous les pays occidentaux, la montée des populismes, elle est là. On a vu en 2016 l'élection de M. Trump aux États-Unis, la première puissance du monde. On a vu l'élection de M. Bolsonaro qui remet en cause les droits des femmes, le droit des personnes homosexuelles au Brésil. On voit sur le sol européen, en Hongrie ou en Pologne, des populistes qui remettent en cause l'état de droit. Et la France n'est malheureusement pas épargnée par cette vague puissante. Et moi, je pense que les hommes et les femmes qui sont attachés profondément au pacte républicain, à notre état de droit, à une société de progrès, à une société de justice, à une vision écologique de l'avenir de notre société, doivent se rassembler, s'unir. Et je crois qu'il appartient à Emmanuel Macron de s'adresser, au-delà de celles et ceux qui ont voté pour lui, à toutes les Françaises et à tous les Français, pour construire demain une majorité parlementaire qui lui permette de mettre en œuvre un projet dans l'intérêt général. Le rassemblement, il en est aussi question du côté de la gauche. Sarah Legrain, vous êtes avec nous pour la France Insoumise. Jean-Luc Mélenchon, que vous représentez, est l'homme vers qui la gauche regarde, se tourne pour une union populaire pour ces élections législatives. Où sont les discussions? Est-ce qu'elle va se faire? Est-ce que vous êtes tous d'accord? Europe Écologie Les Verts, le NPA, le Parti communiste? Je pense qu'il faut d'abord commencer par analyser la situation dans laquelle on se trouve. On voit bien que ce second tour ne règle rien des grandes questions qui se posent au pays. On voit bien qu'on a une situation bloquée avec une abstention absolument record et puis un paysage politique qui est vraiment divisé en trois blocs. C'est pour ça que ce troisième le bloc tour incarne Emmanuel Macron, aussi. Mais le bloc de l'extrême droite et puis un bloc populaire qui a fait une percée incroyable lors du scrutin du premier tour et qui est en dynamique. Voilà. Et nous, ce que nous proposons à toutes celles et ceux qui appartiennent à ce bloc-là et qui ne se sont pas forcément portés sur le vote de Jean-Luc Mélenchon, c'est de rejoindre une stratégie, celle de l'Union populaire, celle qui nous a porté vraiment au seuil du second tour et qui est fondée sur un programme de rupture, une vision qui est celle de l'Union populaire. Et c'est cette proposition que nous faisons, c'est-à-dire celle de continuer à construire ce bloc-là, avec le pari que, puisqu'il y a un quatrième bloc qui est plus grand en fait que les trois autres, qui est celui des abstentionnistes déjà du premier tour, là rejoint par d'autres. On a bien compris que ce bloc... il y a la question de comment on emporte cette dynamique, comment on convainc, et c'est celui auquel on s'est adressé. Eh bien, c'est déjà celui qu'on a réussi à mobiliser dans cette élection lors du premier tour. Nous avons remobilisé des électeurs qui étaient tentés de s'abstenir et on propose de continuer cette dynamique et on pense que cette élection peut être un troisième tour. Qu'est-ce qui vous a empêché de vous unir au premier tour et qu'est-ce qui va faire que là, pour ces élections
législatives, vous allez réussir à le faire. Je pense que le premier tour a donné, a sanctionné une stratégie, a sanctionné, a montré. Donc c'est la sanction qui va faire l'union. Quand je dis la sanction, sanctionner une stratégie, je parlais de la nôtre. Oui, non, je voulais dire au sens à valider, à montrer la dynamique que nous étions capables d'emporter. Moi, je vous rappelle que quand même, vous avez été nombreux, notamment vous, les journalistes, mais d'autres, à dire pendant des mois qu'il était absolument impossible, dans l'état de division de la gauche, etc., d'arriver au second tour. Ce qu'a montré la surprise, ce qu'a montré la surprise de ce premier tour a été montré justement qu'il y avait une dynamique qui n'était pas montrée par les sondages et qu'il y avait une possibilité d'arriver au second tour. Et je pense que beaucoup de gens maintenant sont en capacité de se dire finalement il y a un troisième tour, on peut le saisir, on peut trancher les grandes questions du pays, on peut en finir avec le mandat d'Emmanuel Macron et se tourner enfin vers un autre monde, un monde qui prenne vraiment en compte les préoccupations des Français. Donc, tout est ouvert à l'heure actuelle. Nous sommes en direct avec Maxime Desgaillés, conseiller régional Île-de-France pour le Parti Socialiste. Le Parti Socialiste qui a fait moins de 2% avec sa candidate Anne Hidalgo au premier tour. Un résultat catastrophique pour ce parti traditionnel. Cette union populaire dont vient de parler Sarah Legrain, vous allez en faire partie ? Écoutez, on va voir. Je crois qu'il y a des discussions en cours avec tout le monde, mais moi, j'aimerais revenir un instant quand même sur ce qui s'est passé à cette élection présidentielle. On ne peut pas effacer ces deux premiers tours. Et moi, je note d'abord, la bonne nouvelle, c'est qu'évidemment, Le Pen a perdu, mais cette élection présidentielle a quand même généré énormément d'amertume. Et il me semble qu'elle a aussi conduit à ce que la gauche ne puisse pas être au deuxième tour. Il n'est pas question d'y revenir aujourd'hui. Mais quand vous posez la question d'un accord possible entre toutes les formations politiques, nous sommes favorables à ce qu'il y ait un arc majoritaire au sein du pays, à gauche. Pour cela, il faut être en capacité, et ça n'a pas été fait ces dernières années, ça n'a pas été fait non plus en 2017, de pouvoir converger sur une orientation, un projet commun, et puis aussi être en capacité de pouvoir fédérer l'ensemble des forces politiques, associatives, syndicales, qui sont à la fois ancrées dans les territoires, c'est important, et qui peuvent bénéficier, comme l'a montré d'ailleurs la France Insoumise, Maxime Desgaillés, nationale. Et donc oui, on va voir comment tout ça tourne, mais d'une certaine manière, c'est aussi la France Insoumise qui a fait un score important qui, là-dessus, doit montrer sa capacité à pouvoir rassembler largement. Maxime Desgaillés, je vous coupe un instant puisqu'on a une réaction de la part de la maire de Paris, Anne Hidalgo. Oui, justement, Anne Hidalgo qui parle un petit peu de cette union. Elle dit justement ce soir, la maire de Paris, sur Twitter notamment, il y a urgence, j'appelle toutes les forces de cette gauche démocratique qui a su faire barrage au pire aujourd'hui à s'unir pour reconstruire une nouvelle gauche, pour mener les combats de demain, à commencer par celui des élections législatives. Donc on voit bien qu'il y a eu aussi une volonté de la part du Parti Socialiste, et en tout cas de son ancienne candidate, d'aller vers cette union aujourd'hui. Maxime Desgaillés, est-ce que concrètement, pour réaliser cette union populaire, vous êtes prêt à appliquer le programme de la France Insoumise ? Je pense que là n'est pas le sujet. Évidemment, il faut être en capacité. Je m'explique. Et d'ailleurs, je crois que même la France Insoumise a fait une avancée ces dernières semaines. Le sujet aujourd'hui, c'est de pouvoir avoir un socle commun. Il n'est pas question d'avoir quelque chose finalement d'homogène. Le sujet qui nous est posé, c'est comment est-ce qu'on peut rassembler le plus largement possible. Et si on veut jouer à la gagne, il faut construire un arc majoritaire, et ça veut dire être aussi en capacité de converger sur l'essentiel en respectant les identités de chacun. Et je crois que c'est évidemment ce qui est à l'agenda de l'ensemble des formations politiques et des citoyens de gauche dans les jours qui viennent. Est-ce que c'est possible, ça, Sarah Legrain, de respecter l'identité de chacun? La première des choses à se demander, c'est si on a le même objectif. Voilà. Si ça a l'air. Alors justement, si l'objectif jouer la gagne. Donc voilà, c'est la vraie question. Non, mais c'est la question. Et puis c'est surtout faut s'adresser aux électeurs. On n'est pas là pour parler entre nous. Donc est-ce que on pense que là on peut gagner et qu'on peut appliquer un programme de rupture qui a été plébiscité déjà par 22% des électeurs au premier tour? Est-ce qu'on pense qu'on peut gagner, ou est-ce qu'on veut faire des accords défensifs pour sauver des places? Voilà. Nous, notre conviction, c'est qu'on peut gagner. Mais pour le faire, il faut embarquer largement les Français, non seulement celles et ceux qui se sont portés sur le programme sur l'Union populaire et le programme L'Avenir en commun, les autres, mais aussi tous ceux qui se sont abstenus et qui peuvent faire basculer l'élection législative. Donc ça suppose d'avoir un programme cohérent. Et je le dis, par exemple, que ce soit pour Madame Hidalgo ou pour d'autres, il va falloir aussi
montrer quelque chose de compréhensible aux électeurs. On ne peut pas, d'un côté, dire que certains ne sont pas républicains, amis des dictateurs et je ne sais quoi, et qu'on ne peut rien faire avec eux, et après dire qu'il faut faire des choses avec eux parce qu'on aurait besoin de garder des postes de députés. On n'est pas dans cette perception-là. Nous, la première chose qu'on a demandé, c'est qu'il y ait une cohérence, qui est donc d'abord ce respect mutuel, et ensuite, sur le programme, eh bien, il y a des choses qui sont claires. Nous, on a fait campagne pour la retraite à 60 ans, et on pense que la retraite à 60 ans, elle a mobilisé largement les électeurs dans les urnes. Alors, on a fait campagne sur un certain nombre de mesures qui sont identifiantes et qu'on n'imagine pas pouvoir remettre en question. C'est en effet un bon exemple, Maxime Desgaillés, sur la retraite à 60 ans. Vous seriez prêt à suivre ce programme ? La retraite à 60 ans, ça doit coûter à peu près 72 milliards d'euros. Ça veut dire aussi 72 milliards d'euros qu'on mobiliserait de fait et qu'on pourrait aussi utiliser sur d'autres éléments. Nous sommes favorables d'abord évidemment à notre opposition aux réformes annoncées par Emmanuel Macron, mais nous pensons aussi que sur la retraite à 60 ans, et d'ailleurs nous l'avons porté, notamment pour les gens qui ont eu des carrières de longue pénibilité, c'est quelque chose évidemment sur lequel nous sommes prêts à avancer. Donc on voit bien que nous avons un certain nombre de convergences possibles. Nous avons, je l'ai dit aussi, des différents. Et Maxime Desgaillés, autre exemple, soyons très concrets, l'abrogation de la loi travail, des lois travail. Vous savez que le Parti socialiste a fait son inventaire et on est revenu dessus en partie ces derniers mois. Mais si vous me le permettez, je pense qu'il faut faire preuve d'humilité et c'est en réalité un équilibre compliqué qu'il va falloir construire. Et j'ai moi totalement conscience qu'aujourd'hui, ce sont l'Union populaire qui a une place centrale dans ce dispositif. Mais c'est un équilibre difficile pour tout le monde parce que je vous rappelle qu'en 2017, cette union, elle n'a pas été possible et que finalement, la division est quand même une maladie de longue durée pour la gauche. Et donc, si effectivement nous sommes d'accord sur l'objectif de pouvoir changer la vie de nos concitoyens, de pouvoir construire une coalition majoritaire dans ce pays à gauche, à ce moment-là, il faut qu'on trouve les voies d'un rassemblement possible. Nous avons, je crois, montré ces dernières semaines que nous y étions ouverts. Il appartient maintenant, je crois, aux équipes de Jean-Luc Mélenchon de montrer qu'ils s'y inscrivent aussi totalement sincèrement. Et je ne doute pas que les discussions permettront de permettre cela. Et rapidement, quand est-ce que vous allez rejoindre les discussions, puisque pour l'instant, vous n'en faites pas officiellement partie. Rapidement, s'il vous plaît. Écoutez, d'abord, il ne vous a pas échappé que nous venons de vivre un deuxième tour ce soir, et donc la priorité était de faire battre Marine Le Pen, ce qui a été le cas, et nous en sommes évidemment tous heureux. J'ai cru comprendre que dans les jours qui viennent, les discussions allaient s'intensifier, pas seulement entre la France Insoumise ou le Parti Socialiste, la question c'est l'ensemble des forces de gauche et écologiques. Et donc, c'est autour de cet ensemble qu'il va falloir que nous puissions continuer à discuter. Merci beaucoup, Maxime Desgaillés. Autre parti traditionnel qui a eu un score très décevant, les Républicains, avec Valérie Pécresse en dessous de la barre des 5%. Jean-Philippe Dugoin-Clément, comment faire revenir ces électeurs qui ont déposé un bulletin de vote pour Emmanuel Macron ou Marine Le Pen ? Bien, déjà, moi, je voulais ce soir me féliciter de la défaite de l'extrême droite et de Marine Le Pen. C'est quelque chose qui n'était pas acquis, qui n'était pas acté. Moi, je rappelle cette campagne d'entre-deux tours où on a eu des sondages jusqu'à 51,5, 52, donc sur une élection qui était tout sauf jouée. Et je crois qu'il y a eu une mobilisation extrêmement large, à droite comme à gauche, du champ républicain pour faire qu'on n'ait pas une présidente d'extrême droite dans ce pays, et c'est une bonne chose. La deuxième chose, c'est que on a aujourd'hui un pays qui est profondément fracturé. La réalité de ce pays, c'est plus de 50% d'électeurs au premier tour qui ont choisi des votes extrêmes. C'est un niveau d'abstention jamais atteint au deuxième tour. Alors, et donc, je crois qu'aujourd'hui... on l'a fait, Jean-Philippe. Oui, mais donc... Face à ça, on ne peut plus gouverner, on ne peut plus réagir, on ne peut plus gérer de la même manière. Emmanuel Macron a eu un premier quinquennat où il a été élu par rejet, par barrage de l'extrême droite. Et il a eu un premier quinquennat monolithique, sans tenir compte des diversités du pays. Et aujourd'hui, si on part avec le même schéma, avec une majorité écrasante, eh bien dans ce cas-là, on aura la même chose. Comment va se positionner la droite ? Eh bien, la droite, elle va reconstruire. Elle va reconstruire sur les territoires, sur des territoires qui ont été parfois oubliés, qui vivent des difficultés absolument folles, sur un programme, parce que je rappelle qu'on portait un programme, qu'on portait des valeurs, que ce pays n'a jamais été structurellement aussi à droite qu'il est. Quand on prend le barycentre du pays, on voit bien aujourd'hui qu'il est totalement à droite. Pour vous, Jean-Philippe Dugoin, Clément, la droite doit
adopter quelle ligne? Plus se rallier vers un centre droit ou plus vers ce qu'on appelle une droite dure? Ce sont les deux courants incarnés par Valérie Pécresse et Éric Ciotti. Non, ça c'est un schéma totalement caricatural dans le cadre duquel on veut emmener les gens vers les extrêmes et vers l'extrême droite. Moi, c'est pas quelque chose qui me satisfait. Je pense que les valeurs de la droite du centre droit, les valeurs humanistes, les valeurs d'une droite progressiste que je porte, elles ont toute leur place dans l'échiquier politique. Elles doivent être portées, elles doivent être incarnées et elles doivent pouvoir exister. Elles doivent pouvoir porter un discours. Elles ne doivent pas être réduites au choix entre être des supplétifs de l'extrême droite ou des supplétifs d'un président de la République qui ne donnerait pas de possibilité de s'exprimer, de travailler. Vous ne pourriez donc pas faire alliance avec La République En Marche, par exemple? Mais la question n'est pas de faire alliance ou de pas de faire alliance. Elle est d'être candidat. Il en sera question dans certaines circonscriptions. Elle est d'être candidat sur nos valeurs. Elle est d'être candidat sur nos projets. Elle est d'être candidat pour défendre des territoires, pour défendre des valeurs des électeurs qui n'ont pas envie de voter pour l'extrême droite, pour la gauche ou pour Emmanuel Macron. Je rappelle que le soir du premier tour, Emmanuel Macron fait 28%, ce qui est extrêmement important, mais avec une part de vote utile. L'extrême droite est à 24%. Et je pense qu'il y a un champ de reconstruction sur la base des territoires, sur la base des communes, qui est extrêmement fort. Pierre-Yves Bournazel, comment allez-vous préparer ces législatives du côté de La République En Marche? Vous êtes en soutien de La République En Marche. Est-ce que, par exemple, cette union populaire qui est en train de se faire, ça peut être, on va dire, une difficulté pour vous? Non, moi ce que je crois, c'est qu'il faut aborder cette échéance avec beaucoup d'humilité en essayant de chercher à fédérer un maximum de Françaises et de Français. Et moi j'appelle la majorité d'Emmanuel Macron à s'élargir et à cultiver le dépassement politique. Moi je viens d'une famille... Alors ça veut dire quoi le dépassement politique? Je vais vous l'expliquer. Je viens d'une famille de centre droit avec Alain Juppé où nous portions une vision profondément européenne, profondément humaniste et de progrès. Et nous avons aidé Emmanuel Macron, en assumant notre liberté de ton et notre indépendance d'esprit, à réussir un certain nombre de réformes et à gérer des crises inédites. La crise sanitaire, économique et sociale de 2020 qui a frappé notre pays, le monde entier. Aujourd'hui, la guerre sur le sol européen en Ukraine. Et je pense qu'Emmanuel Macron, avec ses qualités et ses défauts, ses réussites et ses échecs, a montré la solidité d'un homme d'État. Mais maintenant, le pays est fracturé. L'extrême droite, le populisme sont puissants. Il faut absolument faire du dépassement. C'est-à-dire qu'il faut que des hommes et des femmes, autour d'un projet, puissent s'unir pour servir d'abord le pays, c'est-à-dire la France, pour porter une vision ouverte de la société, profondément européenne, d'une vision d'une société française tournée vers le monde, vers les enjeux du défi climatique, du défi aussi économique et social, parce qu'il faut marcher sur nos deux jambes, l'efficacité économique et la cohésion sociale. Et moi, je pense vraiment qu'il y a des hommes et des femmes de gauche sincères, des sociodémocrates, des écologistes profondément républicains, qui ne veulent pas perdre 5 ans de plus. Et il faut que, rapidement, sur notre projet qui doit nous engager pour les 5 ans qui viennent, le projet législatif, eh bien, il y a des signaux très forts qui soient envoyés, car c'est sur un projet qu'on peut faire un rassemblement. On va tout de suite rejoindre Garance Amespil au cœur de la rédaction de BFM Paris Île-de-France pour vous donner tous vos résultats au plus près de chez vous, dans vos communes, vos départements. Garance Amespil, tu nous accompagnes tout au long de la soirée. Ces résultats sont de plus en plus précis dans notre région. Oui, effectivement, et on va démarrer tout de suite en faisant le point sur 5 villes franciliennes dans 5 départements différents. On commence tout de suite avec Melun, en Seine-et-Marne, où Emmanuel Macron est arrivé en tête des suffrages avec plus de 64% des voix. Marine Le Pen donc récolte 35,31% des suffrages. Ce qu'il faut noter, eh bien, c'est que l'abstention est assez forte à Melun avec 41% d'abstentionnistes dans la ville. Même constat du côté de Stein, en Seine-Saint-Denis, où l'abstention est de 49,14%. Près d'un habitant sur 2 s'est abstenu pour cette élection. Mais Emmanuel Macron, à Stein, arrive largement en tête avec 71,51% des suffrages. Marine Le Pen, elle, récolte 28,49% des voix. À Sèvres, ensuite, dans les Hauts-de-Seine, dans le 92, Emmanuel Macron conserve une large avance avec 82,81% des voix. Marine Le Pen, elle, obtient 17,19% des suffrages.
Plus au nord de notre région, dans le Val d'Oise, à Osny, Emmanuel Macron obtient aussi une large avance avec 64,70% des suffrages devant Marine Le Pen qui obtient 35,30% des voix. Là aussi, l'abstention est assez forte puisque 31,36% se sont abstenus à Osny. Enfin, dernière ville, Saint-Nom-la-Bretèche, dans les Yvelines, Emmanuel Macron est arrivé largement en tête avec 79,31% des voix. Marine Le Pen récolte donc 20,69% des suffrages. Ce qu'il faut noter dans cette ville de Saint-Nom-la-Bretèche, c'est que Éric Zemmour était arrivé deuxième lors du premier tour, juste derrière Emmanuel Macron. Merci beaucoup, Garance Amespil, pour ces tout derniers résultats. Alexia Elisabeth, une petite info supplémentaire qui concerne Grigny. Oui, tout à fait. En fait, on a des résultats qui nous parviennent également. Donc, de l'Essonne à Grigny, où Emmanuel Macron a récolté plus de 70% des voix contre Marine Le Pen, 29,24% des voix. Grigny, c'était une ville que BFM Paris de France scrutait un petit peu, justement, parce que bien au premier tour, il y avait eu une très forte abstention dans cette commune. Elle avait été record et que les électeurs de Grigny avaient placé Jean-Luc Mélenchon en tête. On voulait savoir justement un petit peu ce qu'allaient faire les électeurs de Jean-Luc Mélenchon. Et bien finalement, ils ne se sont peut-être pas forcément tous, ils n'ont pas tous été éclatés entre abstention, Marine Le Pen, Emmanuel Macron. On voit quand même que Emmanuel Macron réussit quand même à récolter donc 70% des voix. Même chose à Montreuil, qui avait placé Jean-Luc Mélenchon très très haut également et qui, cette fois-ci, place Emmanuel Macron en première position, 83% des suffrages contre 16 pour Marine Le Pen. Pierre-Yves Bournazel, est-ce que Jean-Luc Mélenchon a fait l'élection d'Emmanuel Macron ce soir ? Non, mais en revanche, je voudrais remercier celles et ceux qui ont voté pour Emmanuel Macron et qui ne partagent pas son projet et qui ont voulu faire barrage à Madame Le Pen. Je voudrais les remercier parce que c'est un acte civique important, il me semble, pour l'avenir du pays. Et après, chacun reprendra sa liberté et verra ce qu'il souhaite faire pour les élections législatives. Moi, j'appelle justement un nouveau dépassement. Et celles et ceux qui pourraient se reconnaître dans ce projet-là pourraient se rassembler pour cette majorité. Jean-Luc Mélenchon, Premier ministre, comme il le souhaite. Mais il y a trop de différences, vous le savez très bien. Aujourd'hui, il ne souhaite pas être le Premier ministre choisi par Emmanuel Macron. Comme il l'a exprimé. Mais vous savez que ce soit très clair, c'est pas du tout ça va être très clair. Je pense que nous allons partager. Il ne faut pas créer de confusion non plus chez les gens qui nous écoutent. Je veux expliquer les choses. Je pense que nous serons d'accord dessus. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon ont trop de différences pour qu'Emmanuel Macron nomme Premier ministre Jean-Luc Mélenchon. Ça n'aurait pas de sens. Il y a trop de différences et je respecte tout à fait ces différences. Moi, j'appelle un dépassement avec des hommes et des femmes venus de la droite modérée et de la gauche modérée, et à gauche, des sociodémocrates et des écologistes, qui sur un projet, sur la planification écologique, sur l'efficacité économique, sur la cohésion sociale, pour rassembler les Français et servir son pays, pourrait venir. Mais Jean-Luc Mélenchon a un autre projet, c'est tout à fait respectable. Ce n'est pas celui d'Emmanuel Macron. Et personne ne pourrait dire aujourd'hui que Jean-Luc Mélenchon serait dans le gouvernement de M. Macron. Les choses seraient très claires. Je veux préciser aux électeurs qui veulent cette rupture, qui veulent encore d'un autre monde, que c'est encore possible et que c'est possible justement en portant un projet qui n'a rien à voir avec le projet d'Emmanuel Macron, qui est un projet qui propose justement de prendre à bras le corps les préoccupations des Français, de rompre avec ce quinquennat qui a fait souffrir bien des gens. C'est possible le 12 et le 19 juin prochain. Et si nous avons une majorité, alors c'est la loi, c'est la démocratie qui s'imposera, qui forcera Emmanuel Macron à désigner quelqu'un qui représente la majorité des députés qui auront été obtenus. Donc la question n'est pas de savoir si Emmanuel Macron voudra bien nommer Jean-Luc Mélenchon ministre. La question, c'est de savoir si les électeurs et les électrices se mobilisent en masse aux législatives pour faire de Jean-Luc Mélenchon qui a bien un Premier ministre et qui applique son programme de rupture tel qu'il l'a présenté aux Français et tel qu'il a convaincu un très grand nombre de Français. Merci beaucoup, Sarah Legrand. Échapper à Marine Le Pen au mois d'avril, il faudra savoir si on va échapper à Jean-Luc Mélenchon au mois de juin. Et ça, c'est votre problème de faire un trait d'équivalence entre les deux, monsieur. On va conclure. Merci beaucoup, Jean-Philippe Dugoin-Clément, Pierre-Yves Bournazel. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Les débats sur les législatives, ce troisième tour tant attendu, évidemment, on
le scrutera sur BFM Paris Île-de-France avec des émissions spéciales. Merci d'avoir été avec nous pour vivre cet événement en direct. Emmanuel Macron réélu avec 58,4% des voix. Marine Le Pen obtient 41,6% des suffrages exprimés. Comment les Franciliens ont-ils voté? On vous donne les résultats au plus près de chez vous. Toutes les réactions aussi dans notre région. On se retrouve après une courte pause sur BFM Paris Île-de-France.